solution, remplacer s'est mis à bouillir par a atteint 100 degrés, dans son eau s'est mise à bouillir, mais non pas dans son sang s'est mis à bouillir, pourrait simplement vouloir dire que le verbe bouillir est ambigu en anglais. Personnellement, je pense que la notion d'ambiguïté traverse la distinction entre l'usage littéral et l'usage métaphorique des prédicats, et qu'il y a des raisons profondes qui expliquent l'échec de la substitutivité dans le cas de son sang s'est mis à bouillir. Ces raisons sont liées au fait que les métaphores ont une structure intentionnelle. Or, un des traits typiques de l'intentionnalité est que la substitution d'expressions équivalentes y est impossible. Des substitutions telles que celles proposées plus haut révèlent peut-être des ambiguïtés, mais elles sont possibles. Si T est une expression ambiguë, il existera effectivement au moins deux expressions qu'on pourra échanger avec T, sans qu'elles soient interchangeables. Et ce phénomène explique pourquoi T est ambigu. Mais dans ce contexte intentionnel, aucune substitution n'est licite. Pour autant que je sache, la découverte que les métaphores résistent au principe de substitution est due à Joseph Stern, un de mes étudiants qui illustre ce fait par la célèbre exclamation métaphorique de Roméo, s'écriant que Juliette est le soleil. Le soleil est un corps physique formé de gaz chaud et situé au centre du système solaire. Mais il serait faux de dire que Juliette est un corps physique formé de gaz chaud et situé au centre du système solaire, et ce serait complètement loufoque de soutenir que l'incongruité est due à une ambiguïté de l'expression « le soleil ». Peut-être que sous d'autres aspects elle est ambiguë, mais Roméo n'a certainement pas voulu être ambigu lorsqu'il a identifié la personne aimée au soleil. Il est vrai qu'on pourrait soutenir qu'il n'est pas clair que son sang s'est mis à bouillir, soit une métaphore, mieux un cliché, ou un énoncé littéral se servant d'un prédicat ambigu. En fait, je crois que la décision n'est pas difficile. La proposition ne prédique pas l'expression « s'est mise à bouillir » du sang du sujet, mais plutôt l'expression « sang bouillant » du sujet lui-même, qui est ainsi décrit de manière imagée comme étant très en colère. Cependant, je pense qu'on ne tirera guère de profit d'une analyse qui se borne à des cas individuels. Je présupposerai plutôt que les contextes métaphoriques sont effectivement intentionnels, plus ou moins comme Stern l'a soutenu, et que la première chose à faire pour aboutir à une compréhension philosophique des constructions métaphoriques est de découvrir pourquoi elles sont intentionnelles. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais j'ai quelques conjectures à proposer. La recherche philosophique récente a identifié un certain nombre de contextes nullement déviants du point de vue grammatical, qui sont intentionnels du fait que des expressions coréférentielles ou coextensives n'y sont pas interchangeables, salva verita, et qu'on ne peut pas les soumettre à des procédures de quantification, ce qui n'est pas étonnant puisque la quantification est l'avers de la substitution. De ces contextes, le plus discuté a été celui dans lequel un individu M est supposé croire que S, supposons que S soit la phrase A et F, si A est identique à B, cela n'implique pas que M croit que B est F, ni que E de X, M croit que X est F, alors qu'appliquées à S, seules les opérations en question seraient valides. Ces anomalies apparentes des contextes de croyance se retrouvent très souvent dans le domaine du discours mental. J'entends par ce terme un discours dans lequel quelqu'un est dit être dans un état mental spécifique, par exemple la peur, le désir ou l'espoir, en bref, tout état qu'on peut lui attribuer à l'aide d'une construction en que S. Dans tous les cas, on peut démontrer que S enchâssé est intentionnel, et en partant de cette considération logique, on a dit que l'intentionnalité était la marque du domaine mental. Peut-être qu'il en est ainsi, mais il serait hâtif de conclure qu'il s'agit de quelque chose qui est spécifique au domaine mental, car il existe de nombreux contextes qui sont clairement intentionnels sans être nécessairement mentaux. C'est le cas par exemple des contextes modaux et des contextes structurellement apparentés, y compris les structures de logique épistémique dans lesquelles croire fonctionne comme une opération qui génère des phrases à partir d'autres phrases. C'est le cas aussi des contextes dans lesquels une personne est citée, où
est supposée avoir dit que quelque chose, a dit que, exemplifie ici toute une classe d'actes de langage, tels que mettre en garde, promettre, affirmer, et ainsi de suite. Et enfin, c'est le cas des comparaisons, ce qui n'est pas étonnant si les métaphores sont intentionnelles. Les figures de comparaison sont d'ailleurs un bon exemple, car alors qu'elles semblent toujours impliquer des rapprochements et des relations de ressemblance, toutes les phrases qui assertent des ressemblances entre objets ne sont pas ipso facto des comparaisons. Dire que type est comme Xerxès, il s'agit de deux chiens, ne relève guère d'une figure de comparaison. En revanche, dire que type est comme Fafner ou Cerbère en est une, fut-elle tirée par les cheveux. On peut aussi se demander si notre inventaire de contexte intentionnel est exhaustif. En fait, j'ai simplement voulu donner assez d'exemples divers pour empêcher l'explication trop simpliste de l'intentionnalité à l'aide de traits supposés spécifiques à l'esprit ou à la conscience. Cela dit, je pense qu'il doit y avoir une raison générale expliquant l'intentionnalité de ces divers contextes, une condition de vérité spécifique que partagent tous les contextes intentionnels, et eux seuls. Et aussi longtemps qu'on n'aura pas réussi à dégager cette condition de vérité, les explications de l'intentionnalité ne pourront pas être généralisées et devront être considérées comme ayant une valeur purement ad hoc, quelque brillance suggestive ou puissante qu'elle soit par ailleurs. C'est ainsi qu'on a développé un procédé d'une grande technicité pour traiter les contextes modaux et de nombreux autres qui semblent avoir la même structure, et qu'on a introduit le concept hautement artificiel de monde possible. Selon cette théorie, nous pouvons remplacer l'idée qu'il est possible que quelque chose soit vrai dans le monde réel par l'idée que quelque chose est effectivement vrai dans un monde possible. Il n'y a pas de doute que cette approche continuera à susciter un grand intérêt, notamment parce que les philosophes aiment les procédés très techniques du genre de ceux qu'il faut mettre au point pour pouvoir parler de monde possible, et j'ai toutes les raisons de croire que si cela n'a pas encore été fait, on ne tardera pas à considérer qu'au lieu de dire d'une phrase donnée qu'elle est métaphoriquement vraie dans le monde réel, il faut dire qu'elle est littéralement vraie dans un monde possible, plongeant ainsi la sémantique des métaphores dans la sémantique de la logique modale. Mais comme je pense que nous avons besoin d'une analyse générale de l'intentionnalité, je ne crois pas que l'analyse en termes de monde possible survivra, malgré son caractère brillant et sa perspicacité très occasionnelle. En mettant entre parenthèses son caractère extrêmement artificiel, qui n'est sans doute jamais une raison philosophiquement convaincante, pour rejeter une analyse. Je vois mal comment une analyse en termes de monde possible pourrait être capable de résoudre le problème des contextes de discours directs dans lesquels il est vrai que M a dit A et F, mais faux qu'il a dit que B et F, alors même que A est identique à B. La théorie que j'aimerais proposer est loin d'avoir autant d'allant architectonique que les théories sémantiques développées en référence à des mondes possibles, mais elle est plus naturelle, elle rend compte de la manière dont nous comprenons de tels contextes, et elle peut, c'est du moins ce qu'il me semble être généralisé, et s'appliquer notamment au contexte de discours direct qu'on a tendance à écarter trop rapidement. Je me bornerai à esquisser les contours de la théorie et à indiquer de manière générale ses modes d'application. En bref, la théorie est la suivante. L'explication de la particularité logique des contextes intentionnels réside dans le fait que les termes n'y ont pas la même référence que dans le discours normal, non intentionnel. Ils se réfèrent à la forme selon laquelle les objets auxquels les termes en question se réfèrent ordinairement sont représentés, c'est-à-dire que leur condition de vérité implique notamment la référence à une représentation. Ainsi, dire que M croit que Frege est un grand philosophe n'est pas identique à dire qu'il croit que l'auteur de la Begriffsschrift est un grand philosophe, bien que cet auteur soit identique à Frege. Cela n'est pas dû au simple fait que M ne sait peut-être pas que Frege a écrit ce livre. Il se peut fort bien qu'il le sache et qu'il croit que l'auteur de Begriffsschrift est un grand auteur. Ce qui importe, c'est que lorsque nous disons que M croit que Frege est un grand philosophe, nous ne nous référons ni à Frege ni à l'auteur de la Begriffsschrift, mais à un élément qui est constitutif de la manière selon laquelle M représente quelque chose. La phrase que nous assertons est à propos de ce fragment d'une représentation ici à propos de la manière dont M voit le monde.
comme les contextes intentionnels ne réfèrent pas à ce à quoi référeraient des expressions utilisant les mêmes mots dans des contextes non intentionnels, il n'est pas étonnant que le principe de substitution et la quantification paraissent inapplicables. Cela tient simplement au fait que leur rôle dans les contextes intentionnels n'est pas d'être utilisé à propos des choses auxquelles ils s'appliquent dans les contextes non intentionnels. Mais la sémantique des contextes intentionnels risque d'être assez complexe et je passerai en revue quelques cas afin que le lecteur puisse se rendre compte avec quelle aisance cette théorie s'adapte au cas de la métaphore. Les lecteurs non philosophes pourront passer directement à la discussion de celle-ci. Les citations, prenons le cas peut-être excessivement complexe de quelqu'un qui, dans une conversation, fait une situation allusive. Il est possible que la fonction rhétorique de telle citation réside dans l'intention de flatter l'auditoire, qui est supposé les reconnaître, l'allusion impliquant une certaine familiarité puisqu'elle présuppose que la citation elle-même est familière. Cette familiarité délimite un cercle ou une classe de personnes qui forment une communauté. C'est ce qui se passe lorsque Daubeny, dans Phinéas, film de Trollope, cite Virgile en latin, ou lorsque Mark Rudd, face à un public de sa propre génération, cite Bob Dylan. Mark Rudd, dirigeant de la révolte étudiante sur le campus de l'université Columbia en 1968. De telles citations possèdent toujours une pragmatique métaphorique, indépendamment de la métaphore éventuelle que peut comporter la citation elle-même. En général, son intention est d'établir un parallèle reconnu entre la situation à laquelle on l'applique et la situation que visait son énociataire originaire. Daubeny dit tout simplement Graia pendetur ad urbe, ce qui est censé être le discilla d'une leçon de sagesse appropriée, tout comme Rudd dit pas besoin de demander aux météorologistes d'où le vent souffle. Et tout le monde est édifié, supposons que toutes les transactions complexes nécessaires à l'adaptation sémantique et métaphorique aient été réalisées. La citation est identifiée, la situation pertinente est résumée. Tout le monde pense que l'orateur a donné voix à une vérité profonde. Autrement dit, le parallèle visé existe effectivement, ou du moins l'auditoire croit qu'il existe. Rien de tout cela ne sera nécessairement changé si l'orateur se trompe un peu dans les mots qu'il choisit. Ainsi, Daubeny a peut-être utilisé le mot Hellenica au lieu de Graia et Rudd, météorologiste, au lieu de weatherman. On peut supposer que dans la communauté linguistique dont faisait partie le locuteur originaire de l'énoncé cité, Virgile, Dylan, la possibilité d'un choix existait de telle sorte qu'il y aurait effectivement pu utiliser les mots faussement cités. Weatherman et météorologiste possèdent la même extension. Grèce et Hellas désignent le même lieu géographique. On peut donc imaginer qu'il aurait été tout à fait capable de justifier leur choix grâce à des critères prosodiques. Le choix était possible même si en fait des locuteurs n'ont pas choisi, c'est-à-dire même si Dylan par exemple n'a pas envisagé la possibilité d'utiliser le mot météorologiste. Ajoutons que le style de l'underground radical n'aurait sans doute pas été le même si en fait le chanteur avait choisi d'autres termes. Mais quels qu'auraient pu être les choix qui s'offraient à Virgile et à Dylan, ils n'étaient pas à la disposition des orateurs qui les ont cités. Lorsqu'on cite, il faut nécessairement sauvegarder les expressions d'origine, quelle que puisse être l'intention ultérieure en vertu de laquelle on a recours à la citation, qu'on veuille établir des parallèles, mettre en avant une vérité poétique, cimenter les liens communautaires, et ainsi de suite. Je vais décrire la situation en termes formels. Supposons que Q soit une situation et F une fonction reliant Q à une proposition P, fonction qui est opératoire dès lors que le locuteur veut que son auditoire reconnaisse que lorsqu'il énonce Q, il veut signifier P. Ainsi, Daubeny ne se réfère pas à une petite ville grecque, il se réfère à une petite ville anglaise dans laquelle il a fait un discours politique consacré au problème de la séparation de l'Église d'Angleterre et de l'État. L'auditoire a saisi la fonction et a donc remplacé Q par P. Dans cette mesure, la situation est un succès rhétorique. Allusion à un groupe de militants radicaux clandestins qui avaient repris l'expression utilisée par Dylan et signé leurs actions sous le nom de Weatherman. Supposons par ailleurs que Q en tant que P soit vrai, quoi que cela puisse vouloir dire dans un tel contexte. En tout cas, si l'identification est vraie, sa vérité ne devrait pas être altérée.
si un terme T dans Q était remplacé par un autre terme qui, en des circonstances normales, pourrait prendre sa place salva veritate. Les citations comportant toujours une référence implicite à un locuteur, à une source dont la mention peut évidemment être omise en cas de connivence, il est permis de supposer que les membres de la Chambre des communes savent que c'est Virgile qui a dit Graia pandetur ab urbe. Évidemment, la fonction liée à Q peut être très simple chaque fois qu'elle nous renvoie à Q lui-même. Ainsi, papa a dit le dîner est prêt renvoie l'auditoire concerné à le dîner est prêt. Dans de tels cas, la fonction rhétorique est minime, voire absente. Sauf que dans notre exemple, le locuteur cite une figure d'autorité, ce qui présuppose qu'il n'a pas lui-même l'autorité nécessaire pour appeler qui que ce soit à table. En général, le P vers lequel la fonction rhétorique entraîne l'auditeur peut être n'importe quelle phrase faisant partie des paraphrases de Q. Si A dit à B, papa a dit le dîner est servi, et si B dit simplement à C, le souper est servi, cela ne change pas grand-chose. Dans le cas général, la citation réside dans le fait que celui qui cite énonce une phrase et vise cette phrase. Means. Si en plus ses intentions sont d'ordre rhétorique, son but est d'amener les auditeurs à repérer la fonction grâce à laquelle ils pourront découvrir la phrase qu'il a en tête. En général, l'auditoire, s'il mord à la part rhétorique, a le choix entre plusieurs phrases équivalentes. Si l'acte communicationnel est réussi, tous complètent l'acte théorique, rhétorique, chacune de manière un peu différente, mais plus ou moins équivalente. Mais comme je l'ai dit, celui qui cite n'a pas cette liberté. Il est forcé de reproduire les mots qu'il cite, à l'intérieur bien entendu des limites assez élastiques qu'offre la traduction. Il suffit que la phrase traduite soit, pour utiliser les termes de Carnap, intentionnellement isomorphe à la phrase primitive. Quoi qu'il en soit, lorsque Daubeny cite Virgile, il réalise un acte complexe. Certaines de ces conditions de vérité sont satisfaites par les termes mêmes utilisés par Virgile, d'autres par les faits, quels qu'ils soient, qui ont été visés par l'énoncé de Virgile, d'autres encore par les faits, quels qu'ils soient, auxquels se rapporte la phrase dans laquelle Q est cité. Enfin, il faut y ajouter les conditions de vérité liées à la relation existant entre les conditions de vérité de l'énoncé de Virgile et celles de l'énoncé de Daubeny qui cite Virgile. On voit que la complexité en question réside dans la variété des niveaux que met en jeu l'énoncé de Daubeny. Ces paroles réfèrent à d'autres paroles, elles réfèrent à ce à quoi ces paroles étaient censées référer, elles réfèrent ce à quoi Daubeny veut les faire référer, et ainsi de suite. Donc, comme toute situation à fonction allusive, elle joue un rôle complexe dans le discours qu'elle facilite. La thèse que je défends ici, c'est que les contextes citationnels sont intentionnels parce que, si une assertion du genre de celle de Daubeny est vraie, elle l'est en partie en vertu de certains traits des mots qu'elle doit reproduire. Précisément ces mots-là, et non pas d'autres, qui, en dehors des contextes citationnels, pourraient les remplacer. L'énoncé de Daubeny n'est bien sûr pas entièrement intentionnel, puisqu'il est en partie à propos de ce à quoi se rapportent les mots qu'il reproduit. Donc les mêmes termes ont une occurrence opaque et une occurrence transparente à l'intérieur d'un même acte langagier, et cela est dû en partie au fait que Daubeny ne se borne pas à faire une citation, mais asserte aussi la phrase à laquelle la fonction rhétorique renvoie la citation, ce qui exige que les deux puissent être échangés. La sémantique de la citation pure est évidemment beaucoup plus simple. Elle exige uniquement que le locuteur reproduise une chaîne linguistique donnée, qu'il ait l'intention de la reproduire et qu'il ait l'intention que le public sache que telle est son intention. Ces conditions étant remplies, il suffit que les termes qu'on utilise soient les répliques des termes qui sont mentionnés. Mais je voulais analyser le cas plus complexe dans lequel les termes reproduits ne sont qu'une partie de ce qui peut satisfaire les conditions de vérité de l'acte verbal global.